Bonsoir à tous, et me revoilà de retour après 1 million d'années d'absence. Et oui, la vie parfois nous empêche d'enregistrer des podcasts. Mais je vous avais pas oublié, et me revoilà donc pour partager avec vous le résultat de nouvelles lectures. Alors j'espère que je vous ai manqué. Et pour recommencer de belle manière, je vais vous parler d'un livre que je viens de finir. Et qui est apparu il y a plus de 10 ans et que en fait je me rendais pas compte que ça faisait longtemps qu'il était sorti parce que j'avais eu envie de le lire dès sa sortie. Pourquoi? Tout bonnement parce que j'avais écouté une interview de son auteur sur France Culture dans la voiture à l'époque où il était sorti, donc trêve de suspense, je vais vous parler du fils de Philippe Meyer. Alors, bon, comme d'hab, une petite présentation vite fait de l'auteur. Donc Philippe Meyer, né le 1er mai 1974 à New York, écrivain. Le premier livre qu'il a écrit s'appelle American Dust, un arrière-goût de rouille, qui est sorti chez De Noël en 2009. Et le film, ça commence bien. Le livre dont je vais vous parler, c'est Le Fils en fait, qui est sorti aux États-Unis en 2013 et en France en 2014 chez Albin Michel. Apparemment, il a même été finaliste du prix Pulitzer pour ce livre. Impressionnant. Et donc, moi, comme je vous le disais, je me rendais pas compte que ça faisait 11 ans maintenant que ce livre était sorti. Il traînait chez moi depuis des années en fait. Et pourquoi j'ai eu envie de l'acheter? Parce que donc j'écoutais une émission sur France Culture, ça devait être La Grande Table, un truc comme ça, où il était invité. Et ce qui m'avait épaté avec ce mec que je connaissais pas du tout, c'était en fait qu'il expliquait la somme de recherche qu'il avait effectuée pour écrire ce livre. Et il disait qu'il avait lu plus de 350 livres comme doc quoi pour pouvoir sourcer son bouquin, et qu'il avait fait même des stages avec les forces spéciales américaines pour apprendre à tirer à l'arc, à manipuler certains types de fusils, et surtout qu'il avait aussi attendu longtemps avant de l'écrire parce que il y avait certaines informations qui avaient été déclassifiées à l'époque aux États-Unis. Parce que, comme d'habitude, tous les gens que ça concernait étaient morts, et donc on pouvait enfin avoir accès à ce type d'informations. Donc ça faisait un faisceau d'infos là qui me disait que ce bouquin devait être fantastique. Et comme quoi, parfois je mets du temps à, à réaliser mes envies de lecture, parce que très vite j'avais acheté ce livre, et finalement je l'ai lu que maintenant. Donc je vais partager avec vous mes sentiments sur ce livre. Donc c'est quoi Le Fils? Alors Le Fils raconte l'histoire d'une famille texane, les McCullough. McCullough si on prononce en français, McCullough en, en anglais. En fait c'est une espèce de saga à l'ancienne, hein, sur 3 ou 4 générations. Depuis le comment dirais-je, la création de la République du Texas jusqu'à il y a une dizaine d'années quoi. Et ce qui est intéressant dans ce livre en fait c'est d'abord ça en réalité, le point de vue de tous ceux qui ont habité le Texas avant même que ça s'appelle le Texas, et jusqu'à aujourd'hui. Donc en fait on commence par le point de vue du patriarche de cette famille là, ce qui va être ensuite une espèce de dynastie qui s'appelle Eli McCullough, et qui en fait est né le jour même de la déclaration d'indépendance du Texas. Mais avant de s'intéresser à lui, en fait, on se rend compte que lui, s'il est né au Texas à ce moment-là, c'est parce que, bien sûr, il y a eu la guerre contre les Mexicains, que les États-Unis ont entamée quelques années avant, avec Fort Alamo par exemple, et que si les Mexicains étaient là, c'est que parce que quand les Espagnols étaient arrivés au XVIe siècle, ils s'étaient pas bornés, comme souvent la plupart des gens le croient, à conquérir le Mexique, le Pérou, l'Amérique du Sud. En fait, la moitié de l'Amérique du Nord était à eux. Ils avaient la Floride, ils avaient la Louisiane, ils avaient le Texas,
Texas, le Nouveau-Mexique, l'Arizona, la Californie, ça remontait jusqu'à l'Utah et une partie du Nevada aussi. Donc comme vous le savez, au bout d'un moment, donc le Texas ils l'ont perdu contre les Américains. Enfin, ça c'était quand le Mexique a obtenu son indépendance déjà de l'Espagne. Comme vous le savez, au 19e siècle, tout le courant du 19e siècle, la plupart des pays latino-américains ont obtenu leur indépendance. Et le Mexique était un de ses plus grands pays, parce que en plus de sa superficie actuelle, il avait donc tous les États dont je viens de parler, à part la Floride et la Louisiane qui avait été perdue bien longtemps avant. Il avait perdu la Louisiane pendant la guerre de 7 ans, je crois. Pas la Louisiane, la Floride. Et en fait, la Louisiane, comme vous le savez, au début c'était d'abord aux Français, mais justement après la guerre de 7 ans, ils ont rétrocédé une partie aux Anglais, mais pas tout, puisque Napoléon, comme vous le savez, a ensuite vendu une autre partie aux Américains, qui avaient obtenu leur indépendance des Anglais, mais à un moment donné, les Espagnols avaient réussi à récupérer une partie de la Louisiane, ça leur servait justement de continuum territorial avec ce qui allait devenir le Texas et tout l'ouest des États-Unis. Et donc ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'on voit bien que c'est une succession de guerres, de violences, d'usurpation de terre, de génocide, et tout le monde pensant qu'il est propriétaire de la terre qu'il a volée en fait. Et s'il y a bien une phrase à se rappeler pour aborder ce bouquin, c'est ça en fait. C'est que tout le monde pense qu'il est légitime de voler la terre à autrui et que c'est pas normal ensuite qu'on essaie de se la faire prendre quoi. Donc il nous explique l'auteur qu'en prenant pour départ l'histoire de Ellie et de son père au début qui est une espèce de colon qui vient du Kentucky ou quelque chose comme ça au Texas au moment où donc le Texas s'ouvre. Par exemple un truc qu'on ne sait pas c'est que avant même qu'il y ait la guerre euh, américano-mexicaine, euh, quand le Mexique a été indépendant et qu'il a hérité de tout ce qui était le sud des États-Unis, démographiquement ils n'arrivaient pas de toute façon à pouvoir gérer un tel ensemble. Alors bien sûr, le Mexique actuel, il était bien peuplé, peut-être même un peu surpeuplé, mais déjà la Californie, comme vous le savez, ils avaient Monterey, par exemple, si vous connaissez Zorro et compagnie. Ils ont créé Los Angeles, Monterey, San Francisco, mais c'était limite des petits fortins ou des endroits où il y avait des églises et des missions qui étaient construites avec quelques villages autour et des accords avec les tribus indiennes euh, locales quand ils n'étaient pas en guerre quasi perpétuelle contre elles. Et pour ce qui est du Nouveau-Mexique, l'Arizona, l'Utah, alors là c'était même pas la peine, c'était quasiment vide. Officiellement ils en étaient propriétaires, mais ils n'avaient pas du tout, même militairement, le nombre d'hommes suffisant pour pouvoir gérer un tel territoire. Et en ce qui concerne le Texas, à un moment donné, ils s'étaient dit, dans les années 20, 1820, fin 1820, début 1830, qu'ils allaient ouvrir en fait le Texas à la colonie, autre qu'espagnol. Et donc ils avaient fait un appel international à tous ceux qui voulaient bien venir coloniser le Texas. Ils se verraient allouer l'équivalent de 2000, alors je sais plus si c'est 2000 arpents, comme ils disaient à l'époque, ou 2000 hectares de terre. Et le truc c'est que c'était une terre tellement dangereuse que les seuls assez fous pour venir s'implanter, bah, en fait c'était les Américains. Les jeunes Américains là, qui étaient indépendants depuis pas si longtemps que ça, et que les Mexicains appelaient les Anglos. Et le truc en fait c'est que cette terre là du Texas, comme l'explique l'auteur, c'est que déjà avant ça, au moment où les Espagnols sont arrivés, ils ont dû se battre contre plusieurs tribus indiennes, donc certaines ont... Bon, comme vous le savez, il y a eu le choc microbien, hein, qui a, je vous l'ai dit dans plein de podcasts, qui a, comment dirais-je, éliminé parfois jusqu'à 97% de la population des tribus natives. Donc ça les a beaucoup aidés déjà. Mais pour ce qui est resté des tribus
sur place, euh, il y avait encore quand même pas mal de monde à faire la guerre aux Espagnols. Et une des particularités du Texas aussi, c'est que aujourd'hui on a l'impression que c'est quand même assez désertique et que entre les puits de pétrole et l'élevage intensif de Longhorn, là, en fait, c'est assez poussiéreux et qu'il reste pas grand chose en fait, que c'est pas très alléchant comme endroit même pour aller vivre aujourd'hui. Mais au moment où sont arrivés les Espagnols d'abord et les Anglos ensuite, bah, c'était presque un paradis sur terre en fait. C'était des milliers d'années de, de pâturage vert, de sources pures, de mycocouliers comme ils appellent ça, d'arbres endémiques, euh, plein de bisons encore, d'antilopes, sans compter le fait que les Espagnols avaient ramené, par exemple, ce qu'on appelle les longhorns, en fait, c'est au début quelques dizaines de spécimens que les Espagnols avaient ramenés d'Espagne, justement, et qui avaient un caractère tellement dur qu'ils avaient jamais réellement réussi à les apprivoiser et que beaucoup, en fait, se retrouvaient dans la nature. Et au moment où les premiers Texans arrivent, il y en a des millions. Et pareil pour les Mustangs. C'est des chevaux qui étaient au début arrivés avec les Espagnols et dont une partie a réussi à s'échapper. Et à l'époque, pareil, où les premiers blancs arrivent, enfin, autres que les Espagnols, il y avait entre 5 et 10 millions de Mustangs. Donc on se rend pas compte que, en fait, c'était un pays de fous, c'était un pays de cocaïne, c'était un peu des steppes type genre Mongolie, mais en même temps aussi une espèce de forêt boisée, arborée, et surtout un écosystème incroyable. Et les premières tribus à vraiment donner du fil à retordre aux Espagnols puis aux Mexicains, en fait, ça a été les Apaches. Ce qu'ils appellent les Apaches Lipans. Souvent, vous savez, les tribus américaines, ils se divisent en sous-tribus. Et il y a les Apaches Lipans, en fait, qui ont été super forts par rapport aux Espagnols et aux Mexicains. Justement, à l'époque, les premiers Texans américains, enfin blancs, enfin anglo, parce que les Espagnols aussi c'est des blancs, ils se moquaient en fait des Mexicains en disant bah les Aztèques ça devait être de sacrées femmelettes parce que les Apaches en fait ils vous ont découpé et ils vous ont pas laissé vous implanter dans le Texas et les seuls qui ont réussi à ensuite reprendre cette terre aux Apaches, bah, ça a été les Comanches. Et les Comanches en fait c'est le cœur de l'histoire de ce livre parce que le jeune Ellie là en fait va se faire kidnappé par les Comanches et va passer une partie de sa jeunesse avec eux. Mais je saute quelques étapes. Donc je vous brosse le tableau de cette région là, du sud-ouest des États-Unis parce que c'est en réalité ce que veut expliquer l'auteur. C'est justement l'histoire de cette terre plus que des gens qui sont dessus en fait. C'est que même les Apaches et les premières tribus natives, comme on dit, on se rend compte que quand on gratte un peu, quand on fait un peu d'archéologie, bah, il y en a eu encore avant. Il y a eu, alors bien sûr, c'est pas l'endroit où il y avait ce qu'on appelle les Indiens Pueblo ou les Anasazi, mais on a retrouvé certains soubassements de villages en pierre, par exemple, en dur, et personne ne sait à qui c'est. On a retrouvé des pointes de flèches de la culture de Clovis, là, comme on dit, là, de plus de 12 000 ans. Euh, donc en fait, il y a eu des vagues et des vagues et des vagues de migration dans cet espace-là gigantesque qui est le Texas aujourd'hui. Et quand le livre commence, bah, on se rend compte que, ok, il y a eu les Espagnols, ils ont réussi, soi-disant, à revendiquer ce territoire, ils l'ont rarement peuplé, ils l'ont rarement exploité, et ils ont eu quelques échauffourées avec les tribus endémiques. Euh, Dans les années 1830, le Mexique prend son indépendance, essaye de s'implanter un peu plus fortement que l'Espagne l'avait fait, mais en réalité, au-delà de ce qui est encore aujourd'hui la frontière, le Rio Grande, quoi, en gros, là, bah, ça a été super dur. Alors, juste avant justement l'indépendance, la couronne espagnole avait encore attribué des terres, mais d'une surface incroyable, hein, comme les ranchs actuels des Américains, à certains nobliaux pour
les hidalgos, comme on dit, pour qu'ils fassent de l'élevage de chevaux, par exemple. Et certains avaient succombé à ces sirènes, mais c'était pas suffisant. Donc, comme je vous le dis, le Mexique prend possession de cette terre, fait un appel à la colonisation, mais en fait, ils se rendent compte que, comme je vous le dis, les seuls assez inconscients pour venir et essayer de travailler la terre, ce sont les Américains, mais en fait, il y en a trop qui viennent, par rapport du point de vue mexicain, quoi. Il y en a trop qui viennent, et comme la plupart, ils ont cette mentalité protestante évangéliste, là, ils sont persuadés que malgré le fait que les Indiens vont les découper, malgré le fait que le climat va peut-être les avoir, malgré le fait que la maladie aussi va en éradiquer quelques-uns, c'est The Manifest Destiny, c'est le fait que cette terre leur est promise par Dieu en fait. Et en réalité, les Mexicains, ils se rendent vite compte qu'il faut limiter cette immigration parce qu'ils vont pas pouvoir la gérer. Donc finalement, ils arrêtent cette immigration, mais pas mal d'anglos commencent déjà à essayer d'exploiter la terre. Et ce qui est marrant, c'est qu'en plus des anglos, il y a quelques Français, quelques Allemands. Euh, comme le dit le héros de l'histoire, les Allemands ça a été les premiers à faire des vraies exploitations et à même avoir l'idée de, par exemple, de faire pousser du blé ou de produire du beurre. Parce qu'à l'époque, ils pensaient que c'était impossible, les Américains. Et donc tout doucement, en fait, il y a certains coins du Texas pardon, qui commencent à être valorisés. Et il y a les fameux Sam Houston et Austin, là. Vous savez maintenant les villes du Texas qui portent leur nom, ceux qu'on dit qui ont créé le Texas en réalité. Mais en fait, comme le dit l'auteur, en réalité au début, c'était des familles de planteurs du vieux sud en fait. C'était tous des mecs qui venaient du sud esclavagistes des États-Unis et contrairement à l'idée qu'on s'en fait, eux ce qu'ils voulaient c'était de faire du coton. Et la plupart sont venus pour faire des grandes plantations de coton et ramener leurs esclaves et en fait imiter le modèle du vieux sud américain. Et en réalité, jusqu'à ce qu'on découvre du pétrole, euh, l'économie du Texas sera encore portée par ce coton. Bien sûr, il y aura eu des ranchs, il y aura eu des grands éleveurs, mais une chose dont on ne se rendait pas compte, c'est que le Texas faisait vraiment partie de cette espèce d'aristocratie du Sud, avec cette mentalité, en tout cas pour les grandes familles. Par exemple, justement, quand on parle de Houston ou de Austin, euh, tant que le gouvernement mexicain acceptait de leur accorder les terres qu'ils avaient réussi à exploiter, ils n'avaient aucune envie de créer la République du Texas. Le fait est malgré tout qu'au bout d'un moment, les tensions deviennent trop grandes entre les Anglos et les Mexicains, et les, les Américains du Sud, enfin les aristocrates là justement du Sud esclavagistes là commencent à avoir vraiment des vues sur ce territoire, et paradoxalement ils sont aidés par l'État fédéral, et ce qui fait que on va arriver à cette guerre américano-mexicaine avec l'épisode d'Alamo par exemple. Et donc les Mexicains vont perdre en fait le Texas. Et pendant une dizaine d'années, le Texas va être indépendant. Donc de 1936 à 1836 à, je crois, 1849, quelque chose comme ça, il y a la République du Texas. Et le truc, c'est que les premiers justement anglos à avoir commencé à exploiter la terre vont se faire virer comme des malpropres par ces aristos là. Géorgiens, Caroline du Nord, du Sud, là, de Géorgie, enfin de tous ces États du Sud, du Vieux Sud, de la Louisiane, et ils vont se faire virer, mais manu militari. Les premiers à avoir exploité la terre, en fait, et on va leur contester leurs droits de propriété, alors que c'est qu'ils les avaient eu de manière légale, mais vu qu'ils les avaient achetés aux Mexicains et que le Mexique avait perdu la guerre, en fait, en gros, c'était des pauvres et ils se font jeter encore un peu plus loin à l'ouest, où la menace indienne est toujours présente. Et donc le livre commence comme ça. Il y a Ellie là qui vit dans une ferme que son père a créée parce qu'il s'est fait jeter justement de sa première ferme. Et il est à la limite de la frontière mexicaine qui a été repoussée sur une rivière qui s'appelle la Nueces. Et en gros, il y a les Comanches. Et
donc ce qui est intéressant aussi là, c'est que on nous parle de l'Empire Comanche. Alors je vous ai souvent parlé des tribus indiennes dans d'autres podcasts, et peu de gens savent en fait qu'il y a eu un empire Comanche. Mais un véritable empire, pas une façon de parler. C'était, il y a même un écrivain finlandais qui s'appelle Pekka Hamalainen, qui est un peu dur à prononcer, qui a écrit un livre qui est devenu un classique qui s'appelle l'Empire Comanche. Et d'ailleurs là, l'année dernière ou il y a 2 ans, il a écrit l'Empire Sioux, l'Empire des Plaines. Et d'ailleurs, je vous le recommande chaudement, enfin les deux, je vous les recommande. Mais l'Empire Comanche, d'ailleurs, c'est le premier justement à avoir mis le doigt sur ce moment en fait du, du sud des États-Unis, là, on va dire du début du 19e jusqu'aux années. Enfin, même à cheval plutôt. Parce que là, dans le livre, on voit bien que les Comanches, ça se termine vers 1820, 1830 à tout casser. Et comme apparemment ça a duré bien 80 ans, donc on va dire ouais, peut-être même depuis 1750 jusqu'à 1830, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ça a été un empire qui allait même, par exemple, du sud au nord, qui remontait jusqu'au Dakota presque, et qui allait aux limites de la Californie et de la Louisiane de l'autre côté. C'était immense. Le seul problème en fait, c'est que leur civilisation était basée déjà justement sur l'immensité du territoire, parce qu'ils suivaient les bisons, parce qu'ils faisaient des raids, parce qu'ils faisaient des razzias, et que en fait ils se divisaient en bandes. Et c'est ça en fait à la fin qui les a eus, c'est que ils étaient pas suffisamment structurés. Au début il n'y avait pas beaucoup de blancs sur ce côté-là des États-Unis d'aujourd'hui, quoi. Mais au fur et à mesure de la colonisation et que l'armée commençait à les contourner en fait, à créer des forts un peu partout, et la perte aussi des bisons, parce que c'était la base de leur alimentation. Tout doucement, en fait, ça les a grignotés, et comme en fait, ils n'avaient pas d'état centralisé, on va dire, à la fin, ça les a eus, et ils ont encore eu beaucoup d'épidémies de variole, notamment, qui mettaient des fois, enfin, qui mettaient par terre des sous-tribus, quoi, des clans entiers, des bandes entières. D'ailleurs, c'est le cas à un moment donné pour la bande qui a recueilli Ellie, là, le personnage principal. En fait, c'est comme ça qu'ils se retrouvent à revenir chez les Blancs, parce que sa tribu est décimée par la variole. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça nous montre en fait le mode de vie des Comanches. Et à la différence de plein d'autres tribus, euh, c'est une tribu qui a accepté le métissage en fait. Comme ils faisaient des razzias, comme la base en fait de leur façon de voir les choses, c'était que ce soit les tribus indiennes ennemies, les Américains ou les Mexicains, c'était des ennemis, donc il fallait aller les attaquer, et il fallait les piller. On pillait les chevaux, on pillait le bétail, on pillait les gens. Donc que ce soit les chevaux, le bétail ou les gens, une partie on les revendait, une partie on les gardait comme esclaves, et ceux qui étaient selon leurs critères à eux euh, suffisamment forts, ou qui avaient le caractère qu'il fallait, surtout des enfants jeunes, en fait on les incorporait à la tribu. Ce qui faisait que même eux savaient qu'ils étaient tous à un degré ou un autre issus de captifs. Mais c'était pas ça qui importait pour eux. Ce qui importait pour eux, c'était en fait la mentalité, la façon de voir les choses. Et du moment qu'on adoptait ce code, en gros, euh, un certain code d'honneur, une certaine euh, valeur physique et morale, un courage guerrier, eh ben, on était comme manche à part entière. Et c'est presque un moment de l'ethnologie, ce moment-là. C'est tous ces chapitres où l'auteur nous décrit la vie des Comanches. Et d'ailleurs, moi, c'est le moment que j'ai préféré. Parce que c'est vraiment une remontée dans le temps, une immersion totale dans la vie des Comanches à ce moment-là. Enfin, c'est leur déclin, bien sûr, mais par exemple, on se rend compte que l'image d'Épinal, que les Indiens connaissaient leur environnement sur le bout des doigts, et savaient en tirer parti à 100%, mais en fait, c'est vrai. Comme le dit à un moment Ellie, au bout d'un moment, quand la première stupeur passe, et le fait qu'il commence à comprendre que il peut vivre avec eux en fait. Et donc il commence à vivre comme eux et à apprendre leur façon de lire le paysage. Et à un moment il le dit lui-même, il dit, il y a pas
quand ils regardaient un paysage, en fait, il n'y a pas une espèce végétale qu'ils ne voient pas et dont ils ne connaissent pas l'utilité. Il n'y a pas un animal pareil dont ils ne repèrent pas les traces ou qui ne savent pas quel est l'habitat ou s'il est passé par là un jour, 2 jours, une semaine avant. Pareil pour lire le terrain, pour savoir si un peu plus loin il y a une source ou si il y a des déclivités ou s'il y a des canyons un peu plus. Enfin, c'était incroyable la manière dont ils avaient adopté l'environnement et comment en fait ils en étaient vraiment les enfants, quoi, comment ils vivaient en symbiose avec. Et pareil aussi sur les rapports qu'ils avaient entre eux, la manière dont pour eux s'organisait la hiérarchie au sein du groupe. Alors, bien sûr, de l'extérieur, on se dit c'est des esclavagistes, c'est des gens sans pitié qui tuaient des femmes et des enfants. Et c'est vrai, il y a eu des massacres commis par les Comanches, que ce soit au Mexique ou au Texas. Mais justement, comme le fait souligner ensuite le jeune Ellie qui apprend à vivre avec eux, c'est tout bonnement la réciprocité en fait. Parce que de l'autre côté, les Mexicains ou les Américains, quand ils s'attaquaient à une bande ou à une tribu et qu'ils avaient l'occasion vraiment de les encercler ou de pouvoir les éliminer, ils les éliminaient à 100%. Ils faisaient pas de quartier, hommes, femmes, enfants, vieillards, ils laissaient rien. Et même les blancs scalpaient les Indiens. Au bout d'un moment. Et le scalp c'était devenu une monnaie d'échange, ça avait de la valeur, une valeur marchande, les marchands itinérants, les comancheros là, qui travaillaient avec eux. Parce que les comancheros c'était des Mexicains qui avaient réussi à avoir une relation mercantile avec les Comanches. Ils leur achetaient des esclaves, ils leur vendaient des balles de fusil, du tissu, de l'alcool, enfin tout ce dont ils avaient besoin, en échange de ce que les Comanches réussissaient à piller justement des deux côtés de la frontière. Et donc, la première partie du roman, en fait, c'est ça. C'est quasiment de l'ethnographie comanche. Et moi qui adore les tribus indiennes, bah, j'ai trouvé ça, comment dire, super bien écrit et plein d'informations, en fait. Et une fois qu'on a bien mangé du comanche et que on passe à la phase suivante de la vie du jeune homme là, bah, ce qui est fort avec Meyer là, c'est que en fait ça s'arrête pas là. Et il nous montre en fait avec justement la vieillesse, enfin, le fait que le personnage principal vieillit et qu'ensuite on suit son fils et sa petite fille, euh, comment le Texas évolue lui aussi et en fait tout ce qui s'est passé. Et pareil, nous, la seule image qu'on a de cette région des États-Unis, c'est soit les westerns, soit Dallas, la série télévisée, ou que sais-je encore. C'est des images d'Épinal, justement, comme je disais. Et on se rend pas compte à quel point cet endroit est différent du reste des États-Unis. Et quand je disais qu'il a attendu que certains documents soient déclassifiés, par exemple, dans les années 1915, il y a ce qu'on a appelé les Bandit Wars au Texas. Et les Bandit Wars, c'est quoi? C'est qu'en fait, comme je vous le disais, euh, les descendants de colons espagnols qui sont ensuite devenus mexicains habitaient cette région, le Texas, depuis des siècles. Et même si ensuite, quand au début le Mexique a perdu le Texas et que les premiers Américains sont venus y vivre, il y avait encore une forte population mexicaine. Alors bon, comme d'habitude, euh, l'élite a réussi plus ou moins à se maintenir sans trop de mal, même s'ils se sont fait voler pas mal de terre. Comme le dit un des enfants d'Eli à un moment donné, ceux qui ont été malins ont marié leur fille aux, aux propriétaires terriens nord-américains, ce qui leur a permis en gros de se diluer entre guillemets dans la population. Mais bon, c'est vraiment euh, une portion réduite de la population mexicaine. Pour le reste, en fait, on se rend compte que, encore une fois, nos amis nord-américains, non contents d'avoir eu perpétré un génocide indien et un génocide afro-américain, bah, ils ont perpétré un génocide mexicain parce que eux, ce qu'ils voulaient, c'est la terre
et ils se sont pas gênés, quoi. Et ils ont massacré des familles entières de Mexicains pour prendre leurs terres sous les prétextes les plus fumeux possibles. Ils ont récupéré tout ce qu'ils pouvaient récupérer et les seuls Mexicains qui toléraient, c'est ceux ensuite qui travaillaient pour eux dans des conditions assez misérables. Les vaqueros, là, ceux qui faisaient vivre sur leur terre, mais dans des espèces de bidonvilles qui ne portaient pas ce nom à l'époque. Mais ils se sont débarrassés du gros de la population mexicaine, euh, en tout cas de ceux qui possédaient des terres et qui vivaient au Texas à l'origine, en l'espace de 20 ou 30 ans, quoi. Alors bien sûr, il reste des Mexicains, il y en a d'autres qui sont venus après eux, parce que comme aujourd'hui, il y a toujours des migrants, il y a toujours la frontière, et il y a toujours des Mexicains qui veulent venir travailler aux États-Unis. Mais les Mexicains d'origine, ceux qui vivaient là et ceux qui avaient des racines là, pour la plupart, ils sont fait éliminer. Les plus chanceux ont réussi à se sauver, à repasser la frontière, mais la plupart d'entre eux, et même les Hidalgo, même ceux qui... On le voit par exemple à un moment dans le livre, il y a un épisode là justement où il y a une propriété qui jouxte celle de la famille protagoniste principale du livre. Euh, Ça se passe sur plusieurs dizaines d'années, mais à la fin, sous le prétexte que soi-disant un des gendres du propriétaire a peut-être volé un veau sur le territoire de cette famille en question, bah, ils y vont et ils massacrent tout le monde. Ils massacrent tout le monde, ils brûlent l'hacienda et c'est fini. Et c'est vraiment représentatif de ce qui s'est passé, quoi, en gros. Donc il y a eu les Bandit Wars. Bah, juste ça, par exemple, les Bandit Wars, je savais pas. Pareil, comme je vous le disais, au début, même le, le héros en question, il dit que quand il arrive dans ce pays, il n'en revient pas de la beauté du pays, et de la douceur de vivre et du climat. Et comme le dit son fils ensuite, il dit bah ouais, mais le problème, ça a été des millions d'années de pâturage verdoyant qui ont mis tout ce temps à pousser, qu'on l'a détruit en 10 ans de surpâturage et en élevant des dizaines de millions de têtes à cornes, quoi. Et le problème, c'est que c'est vrai, en 10-15 ans, ils ont détruit tout un écosystème, tout un paysage, tout un pays. Et ils l'ont aridifié, ils l'ont asséché et ils l'ont saigné. Alors qu'en réalité, c'était même pas viable cet élevage-là de bovins. C'est pour ça qu'en vrai, c'était le coton qui faisait marcher l'industrie. Alors c'est vrai, les premiers ils sont devenus millionnaires parce que justement, ils sont arrivés à un moment où il y avait de l'herbe qui, comme il disait, qui montait à taille humaine, quoi, et qu'il suffisait de prendre un assaut et d'aller capturer des longhorns sauvages, en gros, quoi. Et celui qui était feignant, il attendait que son voisin le fasse et ensuite il lui volait et il allait les vendre. Mais en gros, ça s'est fait comme d'habitude de force et sans restriction. Et arrivé en 1910-1915, il n'y avait plus rien. Et en fait, entre guillemets, ce qui les a sauvés, c'est que Howard Hughes, là, vous savez, le, le milliardaire américain, là, qui est... Bah, en fait, alors c'est au moment où lui reprend la compagnie, alors je sais plus si c'était lui qui l'a inventé ou si c'était son père, mais ils ont inventé en fait une tête de forage particulière qui a révolutionné en fait justement le forage de puits de pétrole. Et à ce moment-là, en fait, ils commencent à forer au Texas et ils trouvent du pétrole. Et ça sauve tous ces éleveurs là, en fait, qui gardent leur ranch que pour donner une image justement de mecs qui travaillent et qui sont près de la terre, mais qui en 10 ans en fait n'ont plus du tout besoin ni d'élever des bovins ni de les vendre parce qu'ils sont millionnaires et que encore aujourd'hui c'est ce qui les fait vivre. Et le truc c'est que pareil, on avait tous l'image, ok, on savait qu'il y avait des riches pétroliers aux États-Unis, mais on pensait enfin au Texas, on pensait qu'il y en avait encore beaucoup qui vivaient de l'élevage. Mais en fait c'est juste du show-off, encore aujourd'hui. C'est avec des subventions, c'est en flinguant les derniers aquifères qui restent. Et pareil, ces fameux Mustangs là, on a toujours justement la légende dit que les Américains ils en sont amoureux, qu'il y a encore des troupeaux sauvages. Et ben non, le truc c'est que comme en fait ça les gênait au début, les éleveurs, quand ils ont commencé justement à ramener des millions et des millions de têtes à cornes, là, de longhorns, ils ont tué. Il y avait entre 5 et 10 millions de Mustangs et ils en ont tué 99%. Parce que
ça faisait de la concurrence avec les ruminants, quoi, et ils bouffaient leur herbe. Et à la fin, ça finissait dans les abattoirs, et ils ont donné même à manger à leurs animaux, c'est incroyable. Ils ont éradiqué une espèce, en plus qui était devenue endémique, bien que ce soit les blancs qui les ramenaient, parce qu'avant il n'y avait pas de chevaux, mais c'est un truc de fou. Et en fait, ce bouquin, c'est que ça, que des révélations sous couvert d'une saga familiale un peu à l'ancienne. Ça nous raconte que ça, que ça, que ça, que la destruction et des gens, et de l'écosystème, et des animaux, et de modes de vie séculaires, de, de tribus entières, et en même temps, c'est ironique parce que, comme l'auteur le dit à travers la voix de ces personnages, ils se rendent tous compte que ils ont volé la Terre à des gens qui avaient volé la Terre, à des gens qui avaient volé la Terre depuis des siècles en fait. Et que c'est comme une espèce de malédiction. Chacun la vole, prospère pendant un moment, des nouveaux venus viennent, les massacrent de manière éhontée et sans pitié, et prospèrent pendant un moment, et de nouveaux venus viennent encore, et c'est un cycle infernal qui finit pas. Alors bien sûr, là on va dire, les Nord-Américains, là c'est les derniers en date. Pour l'instant, ils sont dessus. Bon, ils ont quand même saigné l'environnement, et peut-être que ça intéresse plus personne de venir récupérer cette terre. Mais en tout cas, c'est ce qui avait vraiment fascinant dans ce livre. C'est à travers le prisme de la colonie, en fait, de la colonisation de ce territoire, l'histoire secrète du Texas, en gros. Alors, je sais pas si je vous ai donné envie. Encore une fois, c'est un podcast de 4 heures du matin, avec une voix un peu cassée. Mais je suis pas mécontent, en fait, d'avoir attendu même 10 ans avant de le lire, parce que c'est un vrai bon livre. C'est un vrai bon livre. Alors, j'ai vu là, apparemment, qu'il y a peut-être un nouveau livre de Meyer qui sortait, là. Alors, je dis pas que ça m'a donné envie de lire tout ce qu'il a écrit, hein. Mais en tout cas, quand je l'avais entendu dans cette interview, il m'avait donné envie juste pour ça, là, pour justement cette histoire secrète du Texas, là. Ça m'avait vraiment titillé. Et il a tenu parole. C'est une très bonne histoire. Donc, en tant que mangeur de livres, je vous invite à dévorer ce bouquin, qui fait à peu près 800 pages. Alors, j'ai pas trop aimé la manière dont il a fait le découpage. Parce que c'est des chapitres qui portent le nom soit du Eli, là, le fondateur de la lignée, soit de son fils, soit de son arrière-petite-fille, et ils se succèdent et c'est des époques différentes. Et je vous avoue, moi j'étais tellement dans l'histoire des Comanches là, du début que moi j'ai choisi de lire par personnage en fait. J'ai lu tout Eli, ensuite j'ai lu tout Peter, et tout, elle s'appelle Ginny je crois la dernière. Et je trouve que c'était plus intéressant de le lire comme ça. Mais rien ne vous empêche de le lire de manière comme l'auteur a décidé de l'écrire, hein. C'est juste que moi j'ai toujours préféré les histoires linéaires. Je suis un peu bas du front. Bon, eh ben, j'espère qu'il y en avait certains d'entre vous qui étaient impatients d'écouter à nouveau un podcast du mangeur de livres fous. Et j'espère que je vais réussir à en faire un peu plus souvent. Et peut-être que je vais essayer d'habiller un peu plus le podcast aussi, de mettre une intro, une outro, comme font les petits jeunes. C'est juste que j'ai pas encore trop réussi à me dépatouiller avec tout ça. Mais bon. Ah, une dernière chose. Ça fait à peu près un mois et demi que j'avais pas fait de podcast. J'ai vu que malgré tout, il y a eu quelques écoutes quand même. Mais qu'il n'y a toujours pas d'abonnement et pas de commentaires. Et s'il y en a quelques-uns parmi vous qui m'écoutent régulièrement, soyez cool, abonnez-vous, ou je sais pas, faites des commentaires, ou partagez-le, parce que pour que le podcast puisse vivre un peu. Enfin, vraiment, quoi, et vous le savez tous, quoi, comment ça fonctionne. Il faut que j'ai un peu de visibilité. Donc, s'il y en a parmi vous qui ont envie de mettre un coup de pouce, merci d'avance. Sinon, mangez des livres. À bientôt.